Chapitre 4 Décroissance radioactive. Paragraphe 1 Stabilité et instabilité des noyaux. 1. Élément chimique. Un élément chimique est l'ensemble des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de charges Z. Exemple, on prend Z égale à 1, c'est le nom d'un élément chimique appelé hydrogène de symbole H. Z égale à 6, le nom d'un élément chimique appelé carbone de symbole C. Paragraphe 1.2 Composition d'un noyau. La représentation symbolique du noyau, qu'on appelle aussi nucléide, d'un atome est s'écrit de la forme X à Z, tel que X est le symbole de l'élément chimique, Z c'est le nombre de protons appelé aussi nombre numéro atomique et aussi nombre de charges. A c'est le nombre de nucléons, aussi appelé nombre de masse, c'est-à-dire le total des protons et de neutrons d'un noyau, tel que N qui est le nombre de neutrons égal à A-Z. Exemple, le carbone 14 de symbole C614, tel que A égale à 14 et Z égale à 6 et N égale à 8. Paragraphe 1.3 Isotope. Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents, c'est-à-dire Z identique mais A différent. Remarque, nucléide est aussi utilisé pour le noyau de l'isotope. Exemple, isotope de l'hydrogène. Comme vous voyez ici, j'ai donné trois types d'isotopes. H1, H2, H3, et j'ai donné aussi les isotopes de carbone. C2,6, C13,6 et C14,6. Vous constatez bien que les Z sont les mêmes, mais les A sont différents. Paragraphe 1.4 Masse volumique du noyau ρ. La masse volumique du noyau est ρ égale à la masse sur le volume. La masse, telle que M c'est la masse du nucléon et V c'est le volume du nucléon. La masse du nucléon divisée par 4 tiers PR3. Vous savez pourquoi? Parce que le volume d'un noyau est à la forme d'une sphère. Et le volume d'une sphère égale à 4 tiers PR3. Donc, le nucléon ici, on désire par le nucléon soit le proton, soit le neutron, qui ont une masse à peu près égale à 1,67 10-7 kg. Et vous constatez bien que j'ai remplacé le rayon d'une sphère d'un noyau quelconque, c'est 1,2 10-15 mètres. Et après calcul, je trouve que ρ égale à 2,3 10 puissance 17 kg par mètre cube. Donc, vous constatez bien que la masse volumique du noyau est gigantesque. La densité d'une étoile en neutrons est similaire à celle des noyaux atomiques. 1.5 La radioactivité. Un noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration ou bien la destruction provoque l'apparition d'un nouveau noyau, appelé émission d'une particule notée alpha, bêta- ou bêta+, et fréquemment l'émission d'un rayonnement électromagnétique noté gamma. Donc, la désintégration radioactive est un phénomène aléatoire spontané. Le paragraphe 1.6, le diagramme NZ ou diagramme de Segré. Donc vous constatez bien, pour construire le diagramme de Segré, on va mettre Z sur l'axe des X et N sur l'axe des ordonnées. Et pour chaque atome, on va essayer de mettre tous les atomes qui existent dans la nature. Et on est arrivé à construire ce qu'on appelle le diagramme de Segré. Donc on a pu identifier ce qu'on appelle les noyaux légers stables qui ont Z inférieur à 20 se répartissent au voisinage de la première bisectrice N égale à Z. Les noyaux lourds stables qui ont Z strictement supérieur à 20 s'écartent de la bisectrice N égale à Z. Ils ont plus de neutrons que de protons. Les noyaux instables se désintègrent en émettant des particules alpha, bêta- ou bêta+. Paragraphe 2. La radioactivité. Paragraphe 2.1. Loi de conservation, ou bien ce qu'on appelle la loi de Soddy. La réaction nucléaire obéit à des lois de conservation. On a toujours conservation
du nombre de charges et conservation du nombre du nucléon. Paragraphe 2, la radioactivité alpha. Donc, comme vous constatez ici, un noyau pair instable X à Z éjecte une particule alpha qui correspond au noyau de l'hélium de symbole He42 et donne un noyau fils noté Ya-Z, A-4, Z-2 plus légère, selon la formule chimique suivante. Exemple, comme vous voyez ici sur l'exemple. Et on passe au paragraphe de 3, la radioactivité β-. La radioactivité β-, un noyau pair instable X à Z, éjecte un électron E0-1, c'est le symbole d'un électron, ou ce qu'on appelle aussi particule β-, et donne un noyau fils de la forme Ya-Z plus 1, selon la réaction de désintégration que vous voyez sur le cours. Exemple, vous avez l'exemple devant vous. Cette désintégration correspond donc à un neutron du noyau qui s'est transformé en un proton avec éjection d'un électron. Donc, comme vous constatez ici, même un neutron peut se transformer en proton selon la désintégration β-. Paragraphe 2.4, la radioactivité β+. Un noyau pair instable Z à X à Z éjecte un positron qui a le symbole E0 plus 1, ou ce qu'on appelle aussi particule β+, et donne un noyau fils Ya-Z-1 selon la réaction de désintégration que vous voyez. Donc l'exemple est devant vous. Cette désintégration correspond donc à un proton du noyau qui s'est transformé en un neutron avec éjection d'un positron. Donc de la même façon, un proton peut se transformer en un neutron en obéissant à une désintégration β+. Paragraphe 5, le rayonnement gamma. Lors de désintégration alpha ou gamma, le noyau Y est généralement produit dans un état excité. Il possède un excédent d'énergie par rapport à son état fondamental et noté YAZ étoile. Le signe étoile, ça signifie que ce noyau est à l'état excité. Ce noyau libère un photon gamma emportant l'excédent d'énergie suivant, selon la réaction que vous voyez. J'ai donné un exemple, comme vous voyez ici. Donc après une désintégration β-, l'oxygène est toujours dans un état excité. Pour devenir dans un état stable, il faut qu'elle libère un rayonnement gamma. 2.6. Famille radioactive. Une famille radioactive est une suite de nucléides descendants d'un même noyau, le noyau pair, par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Il y a que 4 familles, comme vous voyez ici. Paragraphe 3. La décroissance radioactive. La radioactivité est un phénomène aléatoire et il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau. Paragraphe 3.1. Loi de décroissance radioactive. On prend par exemple, dans ce noyau-là, il y a des taches rouges correspondant à des particules constituant ce noyau. Donc, on considère ça à l'instant t égale à 0. Un 0 est le nombre de noyaux non désintégrés à l'instant t égale à 0. Donc, après une désintégration, à un instant t, vous constatez bien que les taches rouges ont diminué et il y a formation des taches vertes. Donc, n, c'est le nombre de noyaux qui reste à un instant t, c'est-à-dire le nombre de taches rouges qui reste à un instant t, soit un échantillon contenant un seul type de noyau radioactif. La variation du nombre de noyaux delta n de t entre deux instants très proches t et t plus delta t est négative, donnée par la relation suivante. Delta n égale à moins lambda n fois delta t, où lambda c'est une constante radioactive exprimée en seconde moins 1,
qui ne dépend que de la nature du noyau radioactif. Donc, ce que vous allez retenir, on va essayer de tendre delta t vers 0, on obtient l'équation différentielle, la dérivée de n par rapport à dt égale à moins lambda fois n. Bien sûr, n, c'est toujours le nombre de particules radioactives restantes. La solution de l'équation que vous allez voir en mathématiques, c'est la suivante. N de t, le nombre de particules restantes à l'instant t, égale au nombre n0 de particules à l'instant t égale à 0, multiplié par l'exponentielle de moins lambda t. C'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Paragraphe 3.2, la constante de temps, taux. Donc, comme vous voyez ici, on va essayer de construire le graphique correspond à cette équation. N de t égale à n0 exponentielle moins t. C'est une courbe décroissante en fonction de t. Donc, on définit la constante de taux par l'expression taux égale à 1 sur lambda. Taux est caractérisé de la désintégration taux. Alors, comme vous voyez ici, pour déterminer la valeur de taux graphiquement, on va essayer de construire ce qu'on appelle la tangente au point ayant 0, 1, 0 et ça, son intersection avec l'axe du temps, on peut tomber sur la valeur de taux. Et donc, cette valeur-là correspond à, on peut déterminer T1,5, c'est l'abscisse correspond à l'ordonnée n égale 1,0 sur 2. Si on introduit la logarithme népérien, donc on va essayer de tomber que T1,5, ça c'est théoriquement égal à moins lambda log népérien de 2 sur lambda qui est égal à moins taux fois log népérien de 2. Paragraphe 3, 4. Activité d'une source radioactive notée A. L'activité A mesure le nombre moyen de désintégration par unité de temps. L'activité est exprimée en becquerel. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. Ainsi, A égale à moins la dérivée de n par rapport à dt, qui est égal à lambda fois n. Donc, on tombe sur la relation qui existe entre l'activité A et le nombre n restant à l'instant t. A égale à lambda fois n. C'est la relation sur laquelle on va travailler dans les exercices. Et d'après la loi de décroissance, on remplace A par lambda n et A0. Donc, vous constatez bien, on remplace n par n0 exponentiellement lambda t et on tombe sur la même valeur qu'on a trouvée dans la loi de décroissance radioactive. A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. A de t et n de t ont la même courbe. On peut aussi exprimer la loi de décroissance radioactive par la masse m en fonction de m0, la masse initiale d'un échantillon radioactif. Donc on peut écrire que m de t restante, la masse restante égale à m0 exponentielle moins lambda t. Ou par la quantité de matière n de t en fonction de la quantité initiale d'un échantillon. N de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc j'ai quelques valeurs. Pour 1 litre d'eau, on trouve l'activité A égale à 10 becquerels. Pour 1 kg de granit, 1000 becquerels. Et pour un nombre de masse 70 kg, on a 10 000 becquerels. Et pour 1 kg d'uranium, c'est 25, 10 puissance 6 becquerels. Comment dater un événement grâce à la radioactivité? Quatrième paragraphe. Tant que l'organisme est vivant, les échanges avec le milieu extérieur maintiennent constante sa teneur en carbone 14. Lorsque l'organisme meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé. Il se désintègre alors selon la loi de décroissance radioactive. D'une autre manière, lorsque l'être est vivant, la quantité de carbone 14 est constante et stable. Mais une fois que
l'être humain ou bien l'être vivant meurt, la quantité, ça commence à diminuer. Et non renouvelable. Donc ça, c'est la relation mathématique qui va nous servir à déterminer la durée nécessaire comme vous voyez. On peut mesurer A si l'on connaît l'activité A0 de l'échantillon, alors qu'on peut connaître la date d'origine de l'objet.